Nous sommes le 9 juin 1936. Une atmosphère solennelle mais particulière règne à la salle du trône de l'hôtel du gouvernement à Port-Louis. En dehors des membres du conseil législatif qui est au complet, l'auguste assemblée accueille une quarantaine d'invités, dont l'équipage du défunt bateau Diego et ses passagers. Parmi ces derniers figurent quelques laboureurs chagossiens. Ils occupent les premiers rangs de la salle. Mal à l'aise toutefois dans ce milieu, mais fiers de ce qu'ils s'apprêtent à vivre, l'évêque de Port-Louis, Monseigneur James Lynn, son vicaire général, et le père Roger Ducercle, spiritain et missionnaire au Chagos, sont aussi présents. Il est 11 heures. Le gouverneur par intérim se met au devant de la scène. Un préposé lui tend une boîte contenant la prestigieuse décoration qu'est le Lloyd's Silver Medal for Life Saving at Sea. Le récipiendaire est appelé. Il s'approche du représentant de l'Empire britannique. C'est un jeune homme au teint ébène dont le costume tout simple épouse parfaitement son corps athlétique. Il est embarrassé par tout ce protocole élaboré car ce n'est pas son monde. Toutefois, il sait qu'il vit un moment exceptionnel. C'est pour cela qu'il a la gorge nouée lorsque son honneur, Edward Walter Evans, épingle la médaille sur sa poitrine après une brève et élogieuse allocution à son égard sous les regards pétillants d'admiration de l'assistance. Ce jeune chagossien, qui travaille dans les cocoteries de l'archipel, ne sait ni lire ni écrire, mais la mer, il connaît comme sa poche, et il chante le Sega à ses heures perdues. Aujourd'hui, il est honoré pour avoir sauvé d'un affreux trépas les 35 passagers et membres d'équipage du 3-mâts le Diego dans la nuit du 19 au 20 juin 1935. Tout commence le 8 mai 1935, lorsque ce beau et solide voilier de 150 pieds quitte Port-Louis en direction des îles Chagos, archipel constitué d'une soixantaine d'îles situées à plus de 2000 km de chez nous. Là-bas habitent quelques centaines de descendants d'esclaves dont la vie tourne autour de l'industrie du coco qui y est implantée depuis le XVIIIe siècle. Le fils de l'administrateur des îles, Paul Caboche, et le missionnaire Roger Ducercle font partie des 16 passagers à bord de l'embarcation qui est dotée de 17 membres d'équipage dont le capitaine Mazoué et son second, le capitaine Béranger. Après 17 jours de navigation, le Diego arrive au Chagos. Là commence la visite dans les îles habitées. Échange de vivres et de marchandises, embarquement et débarquement de travailleurs, aussi bien que les activités pastorales du père Ducercle, marquent, entre autres, ses escales. Rien de spécial, sauf que le 19 juin, durant le transit à l'île d'Aigle, le temps commence à se gâter sérieusement alors que les hommes chargent les balles de copra dans la cale du Diego. Le bateau est à une centaine de mètres de l'île et ce transfert de marchandises se fait par pirogue. La mer devient si démontée en fin de journée qu'elle met un frein à ce va-et-vient. Alors que le jour se meurt, le Diego commence à être sévèrement malmené par la furie des éléments. Le sauvetage imminent des 35 occupants s'avère à présent nécessaire, mais les canaux prévus à cet effet sont giflés par le vent. La scène est apocalyptique. La quarantaine d'habitants de l'île ont allumé les feux de copra autour de la plage pour fendre l'obscurité. La mer démontée ne permet aucune liaison entre le bateau qui à présent est couché presque sur son flanc. C'est le scénario d'un véritable film d'horreur qui se déploie devant eux. En effet, les prisonniers du Diego n'ont que deux choix: être engloutis par les vagues ou se faire dévorer par les requins qui pullulent dans ce coin. Arthur Talat, qui avec bravoure s'élance vers le Diego dans sa pirogue taillée dans un tronc d'arbre, va donner une autre option au destin. Il affronte les extravagances dévastatrices du climat.
les vagues géantes et les requins et arrive, après plusieurs tentatives, à toucher le voilier. Là, un filet attaché au bateau lui est tendu. Il a la lourde tâche de le ramener sur l'île afin d'établir la connexion entre l'embarcation et la terre ferme et ainsi faciliter l'évacuation. Le retour sur l'île d'Aigle est tout aussi ardu, mais tel David qui affronte Goliath, Arthur Talat tient bon contre la férocité du vent et des vagues et ne lâche pas le filet. Sa pirogue disparaît plusieurs fois sous les eaux, mais ce n'est que pour remonter avec le précieux cordage dans la main. Exténué, Talat touche l'île d'Aigle et se jette sur la plage, le cordage accroché au cocotier. La connexion est établie. C'est Talat lui-même qui assure l'évacuation des occupants. Où a-t-il trouvé l'énergie pour relever le défi de faire plusieurs allers-retours du bateau à la terre ferme, prenant avec lui 2 rescapés à la fois dans sa petite embarcation? Dans ses yeux brille le feu de l'intrépidité magnanime qui ne s'explique pas avec des mots et qui anime le cœur des héros. C'est bien cet héroïsme qui est célébré aujourd'hui à l'autel du gouvernement. Un héroïsme qui inspire et qui mérite d'être valorisé et transmis aux générations futures. Une bravoure qui a permis à Arthur Talat de sauver 35 vies. Un courage exceptionnel et désintéressé qu'a mis en perspective le père Ducercle dans son rapport aux autorités de l'époque. Comme les chiens ne font pas les chats, Arthur Talat lèguera son immense générosité à sa fille Aurélie Talat, qui deviendra un des piliers de la lutte des Chagossiens. Il est dommage que la mémoire du héros du naufrage du Diego soit tombée dans les oubliettes. Nul ne sait où il est enterré au cimetière de Bois-Marchand, et même sa médaille et son certificat de bravoure ont disparu. Toutefois, les écrits, eux, ils restent. Et c'est en grande partie grâce à la plume du spiritain Roger Ducercle, dans son livre « Naufrage de la barque Diego à l'île d'Aigle et aux Chagos » que je peux, aujourd'hui, à travers votre émission Finlay, réaliser cette petite résurrection. Je souhaite un excellent dimanche à vous, à vos auditeurs et à toute la communauté chagossienne. Merci.